Mon invité à Beauté ou Mensonge aujourd'hui, Nicolas Ouellette. Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Un bonheur. Nicolas, tu as 30 ans, Oui. puis tu es un des rares gars de ta génération dont le métier est animateur. Ouais, surtout à la télé. C'est de plus en plus rare. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'humoristes qui le deviennent, mais toi, c'est vraiment ta job depuis déjà plusieurs années. Tu as commencé à 14 ans à la radio, puis depuis que tu as terminé ton bac à l'UQAM en 2011, là, les contrats s'enchaînent. J'ai travaillé pas mal. Rapidement. Ouais. Quelque chose qui est fascinant chez toi, c'est que tu veux diminuer la distance qu'il y a entre le milieu artistique peut-être plus intellectuel puis populaire. J'essaye le plus possible, en tout cas. Fait que je veux savoir aujourd'hui comment tu t'y prends pour faire ça. Je pense que c'est de pas prendre le monde pour des caves d'abord et avant tout. C'est de pas se mettre dans une posture où on reste dans une chambre d'écho, c'est-à-dire où on parle juste aux gens qu'on veut impressionner ou qui, on pense, sont ceux qui vont être on the receiving end de ce qu'on est en train de faire. Puis je pense qu'il faut qu'on ait confiance en l'auditeur ou en le téléspectateur. Puis de façon concrète, ben pour moi, en tout cas, c'est de faire une émission de radio comme Faites du bruit, qui reste de la radio de storytelling, mais de la radio de niche le vendredi soir à 20h à Ici Première, puis de faire un show comme OD+, en direct, qui est un show grand public où les dimanches soirs, après OD, on va parler à 350, 400 000 personnes qui vont parler de Pézy, Oli et de tous ces candidats qui papillonnent. Oui. Mais c'est né comment, ce désir-là de rassembler un peu ces deux catégories-là qui souvent se crachent une sur l'autre? J'imagine que c'est la façon dont j'ai été élevé, le milieu dans lequel j'ai grandi. Moi, je viens de Québec. J'ai grandi dans un milieu, je dirais pas modeste, mais moyen, un milieu totalement normal. J'ai pas bénéficié de plus de privilèges que personne. J'ai pas bénéficié de moins de privilèges que d'autres. Fait que je pense que c'est juste une idée de pure normalité. Puis cette envie-là aussi de pouvoir être multiple, puis de laisser les gens aussi, les téléspectateurs, se laisser le droit d'être multiples. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai accepté de faire OD+, en direct, dans certains milieux desquels je faisais partie, je sais que ça a fait jaser. Mais malgré tout, je sais qu'il y a de ces gens-là qui jasaient qui, en semi-secret, écoutent quand même ce genre de produit-là. Fait que je veux essayer de décomplexer les gens devant ce qu'ils aiment, puis d'être capable de se dire... à 19h, je peux aimer Esprit Critique, puis à 20h, je peux aimer OD+, puis à 21h, je peux écouter 180 jours à Télé-Québec, puis à 22h, je peux aller au show de Rousseau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire d'accepter, en tant que téléspectateur, en tant qu'humain aussi, je pense que c'est vraiment important d'être juste multiple, puis de s'assumer là-dedans. Puis quand tu étais plus jeune, dans ta maison, est-ce que tes parents, c'est représentatif de ça? Est-ce qu'il y avait une curiosité diversifiée? Mes parents sont des gens, d'abord, émotionnellement très intelligents, intellectuellement stimulants aussi, et très ouverts. Fait que je sais pas à quel point mon milieu... Tu sais, j'ai toujours de la misère avec cette idée-là que ce que tu vis dans ton milieu influence directement ce que tu veux faire dans le futur, mais je pense que c'est l'ouverture dans ma famille qui a créé cette volonté-là, justement, de ne pas être qu'une seule chose, puis d'accepter qu'on puisse vouloir être, je ne veux pas dire différent, mais juste comme je le disais depuis tantôt, mais multiple. Tu as souvent parlé de tes parents. En fait, dans un article récemment, tu as dit qu'une de tes missions dans la vie, c'est de les rendre fiers. Puis sur Instagram... Ça devrait être la mission de tout le monde. Ça devrait être la mission de tout le monde? Je pense, oui. OK, je veux t'entendre parler de ça, mais sur Instagram aussi, tu te décris comme le fils de Denise et Jean-Claude. C'est ma première tâche, ma première définition, la première chose que j'ai été aussi, je pense, dans la vie. Moi, j'ai été adopté, j'avais 7 semaines. Mes parents, c'est le premier contact humain que tu as. Les premières personnes qui veulent réellement prendre soin de toi, c'est des gens qui, théoriquement, à part dans certaines situations plus malheureuses, qui veulent ton bien. Puis c'est les premières personnes qui, à tout moment, vont te vouloir ce bien-là. Fait que, peut-être que pour moi aussi, c'est une façon de les évoquer. Souvent, c'est une façon de me ramener aussi au plancher des vaches. C'est-à-dire que souvent, dans ce milieu-là, on va se laisser emporter par... Ou on peut, en tout cas, se laisser emporter par l'idée qu'il faut toujours faire plus, puis plus grand, puis meilleur, puis se laisser influencer par le jugement de nos pères, puis se laisser influencer par des échecs qu'on va vivre ou par des mauvaises journées qu'on a. Dans les faits, moi, quand j'appelle ma mère, puis qu'elle me dit « Ah, j'ai ri
parce que je viens d'écouter OD+, ou j'ai pleuré parce que j'ai écouté ton essai a fait du bruit. C'est tout ce dont j'ai besoin, pour être bien honnête, là, tu sais. Puis c'est la même chose avec mon père. Puis mes parents sont pas... tu sais, je veux dire, ils aiment mon travail, mais ils restent critiques de mon travail aussi. Puis je leur fais confiance dans une certaine mesure. Puis pour moi, c'est un baromètre aussi, mes parents, dans ma vie. Fait que c'est une façon de te rappeler d'où tu viens, finalement. J'imagine, ouais. Honnêtement, je le fais pas consciemment. Ah ouais, hein? Mais tu sais, je m'en suis rendu compte avec le temps que souvent, il y a comme une espèce de point de chute qui est mes parents. Je pense que c'est mes racines. Mes parents, ça représente bien des choses. Ça représente ma famille, ça représente mon frère, ça représente mes amis de Québec, ça représente ce que j'ai été en tant qu'enfant. Puis tu sais, je pense que tout part de là, tout part des premières graines, des premiers rêves. Fait que ouais, j'imagine que je les évoque pour ça, pour me rappeler d'où je viens. T'as raison. Tantôt, tu as parlé de OD+, en direct. Ouais. Ça a fait réagir quand on a annoncé que tu étais le nouvel animateur. Tu avais fait plusieurs trucs à Radio-Canada, des trucs un peu plus culturels. Ouais. C'était vraiment étonnant. Mais une chose que tu n'as pas dit, justement, c'est comment ils ont réagi, Denise et Jean-Claude, quand ils ont su ça. Ah, hey, c'est une bonne question. Je pense qu'ils ont été surpris. Mais comme je te dis, ils sont très, très ouverts. Fait que, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que c'était une émission à laquelle j'allais m'associer, mais en même temps, mes parents, tu sais, je veux dire, ma mère, c'est une enseignante à la retraite. Mon père, c'est un urbaniste à la retraite. Eux autres, le milieu de la télé, ils s'en fichent un peu, là, pour être bien honnête. Tant que je suis heureux puis tant que je fais des choix qui me sied, ils sont contents. Fait que, oui, ils ont été surpris, mais rapidement... je sais pas, ils ont juste accepté. En fait, bah, parfait, on va l'écouter, puis on va avoir du fun. Puis effectivement, ils l'ont écouté, puis et regardé, en fait, puis ils ont du fun. Ils ont ri, ils ont découvert ce produit-là qu'ils consommaient pas avant. Puis avec le recul, récemment. cette expérience-là, est-ce que ça t'a nourri comme tu le souhaitais? Ouais. Ah oui, à 100%. Ah oui, totalement. Les rencontres humaines, la rencontre avec un nouveau public ou un autre public aussi, la rencontre avec une équipe fabuleuse. Tu sais, je sais qu'on parle beaucoup des gens qui sont devant la caméra, surtout dans des shows en direct comme ça, puis des shows de panel. Mais tu sais, c'est un show qui se fait pas sans toute cette gang-là qui était derrière la caméra. Tu sais, Madeleine Quentin, qui est une productrice extraordinaire, Caro Lavoie, notre productrice au contenu, qui est fabuleuse, tu sais, de Mathieu Ménard-Larouche, le monteur recherchiste qui est en feu, Héloïse, qui est la monteuse recherchiste aussi. Bref, toute cette gang-là, tu sais, pour moi, c'est vraiment ces rencontres-là qui sont importantes, parce que c'est avec eux que j'ai passé 5 jours sur 7 de mes semaines pendant 12 semaines, ce qui est pas peu là, dans une courte période de temps. Oui, puis tu l'as dit aussi, la télé en direct... c'est quelque chose qu'on fait peu de nos jours. Fait que j'imagine qu'en tant qu'animateur, ça doit aussi être un challenge. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce projet-là aussi. Moi, je le sais que faire du direct, ça reste ma force. Tu sais, pour de multiples raisons, mais je pense que la première, c'est que la chose que j'aime le plus faire, c'est travailler sans filet. Puis je pense que faire du direct, c'est aussi ça. C'est travailler sans aucun filet, sans aucune possibilité de reprendre le mot qui sort de ta bouche au moment où il est sorti de ta bouche. Puis cette gestion-là de plateau, cette gestion-là de timing, ce travail-là d'équipe, pour moi, ça me plaisait. Fait que ouais, c'est le direct. Tu as grandi à Sainte-Foy. Yes! Puis j'imagine que tu étais un des rares Noirs dans ton patelin. Ouais, il y avait mon frère, moi... Ben, en fait, ouais. Parce que là, nous, on parlait de paroisse, c'était à Sainte-Foy. Mais tu sais, dans mon quartier, j'étais pas mal le seul. Je pense qu'il y en avait 2 qui étaient un peu plus vieux, mais c'était pas mal tout. Puis comment tu as vécu ça? Ça n'a rien changé à ma vie, honnêtement. C'est plus tard, en rétrospective, que tu réfléchis à l'incidence que ça a pu avoir sur ton développement. Mais au moment où je l'ai vécu, ça n'a absolument rien changé. Oui, tu sais, j'ai été victime de certains actes racistes, mais tu sais, des fois, je me dis, si j'avais été gros ou roux, tu sais, je me serais sûrement fait écœurer d'une autre façon. Je sais pas, tu sais, souvent... j'en ai parlé beaucoup avec mes amis à Québec à une certaine époque, puis ce qu'ils me disaient, c'est plus que ça a changé quelque chose pour eux dans leur ouverture. C'est-à-dire que eux, d'avoir un ami noir, puis de l'intégrer à partir de, je sais pas, 4-5 ans dans leur vie, ça a changé leur perspective sur la différence dans la vie. Parce que c'est comme... je vais faire une comparaison vraiment stupide, mais... C'est comme un aliment que tu manges dès ta jeunesse. Tu vas t'y habituer puis tu vas arrêter de penser que c'est spécial. La même chose pour le petit noir de ta gang, tu comprends? Ça fait que quand tu rencontres des gens qui sont différents, tu n'as aucun préjugé qui remonte à la surface parce que ton expérience première, elle est relationnelle puis positive. Mais toi, il n'y a jamais eu de remise en question? Ça t'a jamais freiné le fait d'avoir, mettons, le regard des autres ou les commentaires des autres?
Oui, ça m'a freiné. C'est-à-dire que non, ça n'a pas rapport à mon milieu, ça a rapport à la façon dont cette différence-là était représentée, puis de la façon dont elle est encore représentée dans les médias de masse. Moi, j'ai jamais pensé que je pouvais faire ce métier-là, très, très, très honnêtement, là, parce que ça n'existait pas à la télévision ou dans la télé ou dans la culture populaire québécoise, des gens de ma couleur, de mes origines, qui font de la culture de masse populaire. Ça n'existait juste pas. T'sais, je veux dire, on peut nommer Normand Brathwaite, on peut nommer Grégory Charles, mais dans les faits, pour quelqu'un comme moi, c'est pas des gens physiquement, qui me ressemblent, puis c'est pas des gens à qui je pouvais m'associer d'emblée. Fait que pour moi, ça a été ça. En fait, plus mon genre de questionnement. Mais tu parles de ça, puis je trouve que ton parcours est d'autant plus fascinant, puis impressionnant. À mes yeux, tu es un communicateur hors pair, puis tu as fait ta marque rapidement. T'sais. Ouais. Toi, quel regard tu portes sur ta carrière jusqu'à présent? 30 ans, l'heure des bilans et des rétrospectives. Non, mais justement, c'est assez... ça s'est fait vite, en tout cas, à mes yeux. Ben, pour moi, ça s'est pas fait vite, tu comprends? Ouais. Mais j'imagine que c'est toujours le moment où tu tombes dans l'œil de quelqu'un, basically, où tu commences à exister. Moi, j'ai toujours été dans mon œil, je suis en moi. Fait pour moi, ça a été vraiment un cheminement progressif. La façon dont je le regarde, c'est que je pense qu'au départ, j'ai vraiment voulu faire des choix. Puis je le dis régulièrement, mais j'ai voulu faire des choix pour crédibiliser mon travail. C'est-à-dire, il y a des trucs que j'ai pas fait, des choix auxquels j'ai réfléchi pour éviter de devenir une espèce de chair à canon du showbiz, un mot que j'haïs d'abord, là, le showbiz. Mais je voulais pas devenir ça. Je voulais que les gens sachent que j'étais capable de faire mon métier, que j'avais une tête sur les épaules, que je portais une réflexion, que j'avais une certaine forme de mission. Ça, c'était vraiment important au départ. Puis une fois que ça a commencé à être établi, puis je dirais que ce pivot-là s'est fait en 2 temps. Quand j'ai fait Play à Vrac, que je suis devenu producteur au contenu, ça dit aux gens, ben c'est pas juste un animateur, le gars, c'est aussi gérer du contenu, puis gérer, à certains égards, une équipe. Puis ça s'est fait quand j'ai eu mon show à Radio-Can, où là, les gens comprennent que, oui, tu es capable de faire ce métier d'animation-là de façon très sérieuse dans une institution respectée et respectable. Puis, ben voilà. Après ça me permet de faire des choix comme d'aller faire OD+, puis de pas sentir, en tout cas, que j'ai besoin de me défendre de ces choix-là. Mm-hmm. Après ça, il y a des gens qui veulent que je le défende. Ça me fait plaisir de le faire très, très, très honnêtement, là, sincèrement. Mais moi, ça me remet pas en question. Oui, parce que tes arguments sont forts, puis tu as quand même pensé aussi toi-même avant d'accepter. Absolument. Puis moi, honnêtement, je peux comprendre. C'est ça qui me fait rire. C'est que, par exemple, quand je suis allé à la soirée T'es encore jeune, l'année dernière, Nathalie Petrovski, sa prémisse, c'était « T'es un gars brillant, pourquoi t'as accepté d'aller faire OD+? » Puis là, je suis comme « Exactement pour ce genre de réflexion-là, tellement binaire. » Tu sais, c'est de faire... L'intelligence ne va pas avec l'idée de s'associer à une quelconque forme de télé-réalité. C'est trop simple. C'est une équation qui n'existe juste pas. Mais moi, ça me fait plaisir, par exemple, de démonter ces arguments-là. Puis justement, comme je le disais tantôt, de libérer d'autres personnes de cette espèce de joug-là, d'être pogné dans un carcan puis de ne pas pouvoir le honner d'un sens ou de l'autre. Ouais, c'est une pression inutile, en fait, qu'on se met sur les épaules. Si t'aimes ça, aime ça. Après ça, je vais te conseiller peut-être d'aller lire un livre. Tu comprends? Mais en même temps, je suis qui pour dire ça? Ouais. Fais ce que tu veux. Tu as interviewé plusieurs personnes dans ta vie. Ouais. Toi, commencer de parler de toi, t'aimes-tu ça? Non, pas particulièrement. Mais je pense que je m'améliore, tu sais. Parce que là, tu vois, à la fin 2018, là, maintenant, j'ai pas eu le choix de le faire. Mm-hmm. C'est aussi ça, faire des choix où tu t'entres dans une sphère un peu plus populaire, un peu plus pop, un peu plus vaste dans ce qui ça touche. Les gens ont envie de savoir qui t'es, pourquoi tu fais les choses. Mais ça me fait plaisir, mais ça pourrait pas devenir une habitude. Toi, mais t'as jamais rêvé, mettons, à une première couverture du 7 jours, là? Non. Je dis pas ça. J'ai déjà... Quand j'ai commencé, en 2012, je faisais Star Academy, puis j'ai été interviewé dans le 7 jours. Puis je me suis assis... Je comprends le contexte là, de ces revues-là, mais je me suis assis avec une journaliste pendant... Honnêtement, probablement 2h30, 3h, où on a parlé d'1 million d'affaires. Tu sais, j'avais peut-être 24, 25 ans à ce moment-là. Puis
ce qui en est sorti, c'est un 2 pages, puis la page de gauche, il y avait ma photo, puis le titre, c'était « J'ai été adopté à cette semaine ». Puis j'ai fait « Nah, zéro pour moi, ces affaires-là ». Puis je le respecte. Puis si un jour quelqu'un me dit « On veut faire un portrait complet où on me promet une espèce d'intégrité journalistique puis intellectuelle », je vais le faire. Mais j'ai jamais rêvé à ça. Puis quand cet événement-là est arrivé, je me suis dit « Ça confirme que c'est pas pour ça que je fais ce métier-là. C'est collatéral. Mais pour moi, ça, c'était comme du dommage collatéral. Des fois, c'est des bienfaits collatéraux aussi. Mais il faut que ça reste marginal par rapport au travail. Tu sais, moi, mon travail, c'est d'animer, c'est de faire shiner du monde, c'est d'interviewer des gens, c'est d'amener des produits. Je sais pas pourquoi je parle de produits, mais d'amener des projets ailleurs. D'essayer d'être le catalyseur d'un projet, tu sais. Ma job, c'est pas d'être une vedette. C'est pas d'être une star. C'est pas d'être un fun pager de magazine. Ce n'est pas mon métier. C'est pas comme ça que je veux le faire. C'est pas comme ça que je veux l'exercer. Mais je respecte les gens qui le font. Là, puis le concept où les gens qui te suivent pourraient se reconnaître en toi quand tu t'ouvres sur des pans de ta vie comme ça. Ouais, mais tu sais... On est obligé de le mettre en headline. C'est la seule chose qui me définit. C'est aussi ça, mon problème là-dedans, c'est que c'est pas la chose qui me définit. Ça ne me définit pas d'avoir été adopté à cette semaine. Et c'est surtout que dans ce qui était gardé dans l'entrevue ensuite de ça, on n'en parlait plus. Tu sais, fait que moi, je me dis, c'est de la fausse représentation par rapport au message que je vais envoyer. Fait que oui, je veux que les gens puissent se reconnaître en moi, puis oui, c'est pour ça qu'on fait une entrevue comme en ce moment, parce que je me dis, quelqu'un qui tombe là-dessus, que ça peut inspirer, ou qui va m'écrire, ou qui va vouloir venir sur un plateau, et qui va se dire, OK, moi aussi, ça se peut, puis je peux faire mon métier de cette façon-là, en étant qui je suis. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais là, on a une conversation, on a une authenticité intellectuelle dans notre rapport. J'ai été adopté à cette semaine. Qu'est-ce que ça dit aux gens? Rien. Puis c'est même pas une accroche intéressante pour moi. En fait, j'ai été étonné de savoir que t'aimes pas le small talk dans la vie. Mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai de la difficulté à le faire. Vraiment. Ah, c'est ça, c'est un concept dans lequel tu te reconnais moins. Exact. En fait. Je te comprends totalement parce que je suis un peu comme toi. Mais en même temps, comment t'expliques ça avec tu sais, t'es un gars full volubile, t'as plus de vocabulaire que la majorité des gens. C'est deux choses complètement différentes. J'ai parlé de ça. En fait, en 2013, j'ai interviewé Claude Pelgag pour un projet que je faisais qui s'appelle Moins 25. Que j'ai adoré en passant. Merci, c'est gentil. C'est fabuleux, ces entrevues. Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Oui, c'est ça. Mais ça valait. J'étais dans une autre vie. Ouais. Oui, merci. Puis Claude, elle me parlait, elle a dit... Puis c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Elle m'a parlé de la fonction fatigue, qui est cette fonction-là que la plupart des humains, on a ou on développe, d'être capable de parler de la pluie, du beau temps, de ces affaires-là. Puis elle a dit, moi, j'ai pas ça. Puis quand elle a dit ça, ça a été un déclic pour moi. J'étais comme, mon Dieu, c'est exactement ça. J'aime ça, parler avec les gens, mais l'espèce de cheminement... Puis je le sais là, que c'est un chemin vers une conversation plus profonde, de parler des petites choses de la vie. Mais moi, je l'ai pas, cette fonction-là. Elle me rend profondément inconfortable. Fait que c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je suis juste pas capable de le faire. Je pense que j'ai pas appris à faire ça, en fait. Dans la vie, on m'en a pas appris la valeur. J'imagine que, je sais pas si c'est dans mon éducation ou dans la façon dont je suis wired, mais je ne l'ai juste pas. En même temps, quand tu parles avec quelqu'un puis tu sais clairement que tu ne reverras plus jamais cette personne-là dans ta vie, c'est vrai que ça donne peut-être moins envie de... Oui, mais tu vois, l'autre fois, j'ai une amie qui m'a dit « Tu le sais pas ». Puis la réalité, c'est que c'est vrai. Ouais. Puis les moments où ça m'est arrivé d'avoir une conversation comme, tu sais, ou d'être emporté dans le small talk de quelqu'un, où ça a amené dans une conversation plus profonde ou plus sensée, ou sentie, mettons. Pas sensée, en tout cas, ça fait prétentieux de dire sensée, mais plus sentie. Je l'ai apprécié et puis j'en ai retiré quelque chose de positif qui m'a aidé à quelque part à avancer. Fait que j'essaie de faire attention à ça, de ne pas me fermer à la conversation parce que je suis rebuté par l'idée de parler des petites choses, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Je comprends. Ouais. Tu es aussi le gérant du chanteur Philippe Braque. Ouais. Tu sais, ça implique aussi de gérer un peu l'image de quelqu'un d'autre. Oh boy. En tant que gérant. Ouais, non. Ben, vas-y, je te laisse finir ta question, mais après ça, je vais t'expliquer la réalité qu'est Philippe Braque. Ben, en fait, ça fait appel à quelle compétence chez toi, ce poste-là? Ben, en fait, ce qu'il faut clarifier, là, c'est Phil, on s'est rencontrés à Jonquière, en ATM, où tu es allé aussi.
On est devenus amis. Il y a eu un band, il a quitté son band, puis en joke, j'ai dit, si un jour tu fais une carrière solo, je vais être ton gérant. C'est arrivé, je suis devenu son gérant. Fait que les premières années, ça a vraiment été ça. C'était vraiment du développement, l'inscription au concours, voyager un peu au Québec, aller dans des shows. Mais du moment où on est entré dans la structure, on a signé après les Francouvertes, quand il a gagné les Francouvertes, où on a signé avec Spectra Musique en disque, en spectacle, il y a comme toute une partie de l'administration, tu sais, qu'on attribue à un gérant, que moi, je gère pas. Je veux dire, je fais pas ses relations de presse, je fais pas son booking de spectacle. Tu sais, la seule chose qu'on fait ensemble, c'est produire des albums, basically. Fait que moi, mon travail, c'est pas de gérer son image. Mon travail, c'est de gérer... je sais pas comment dire ça, mais je veux dire sa vie, tu sais, notre amitié artistique. Fait que c'est vraiment de travailler sur écouter des tunes, lui donner mon avis là-dessus, l'aider quand on produit les albums, faire la mise en scène de ses shows. Je suis comme son deuxième œil, mais je gère pas son image. Puis surtout, tu sais, il y a Catherine Simard, qui est sa co-gérante, maintenant à la Maison Fauve, qui, elle, est vraiment plus le pied dans l'industrie qui va faire le gros démarchage. Fait que, tu sais, moi, je suis plus l'accompagnant artistique de Phil. Puis Catherine, je dirais qu'elle fait vraiment le travail de gérance classique avec Phil. Puis sans elle... ça n'existerait pas. Là, Fait que ta question, c'était gérer son image. Ouais. Ben, comme le podcast porte sur le rapport à l'image, je me disais, tu sais, c'est quelque chose de gérer la sienne ou d'avoir sa propre la perception des autres sur soi, mais quand tu as une autre personne à gérer, tu sais. C'est que Phil, il est tellement incarné aussi. On va se le dire, là, il sent en crise. C'est ça la réalité. Je pense que la seule chose de laquelle il faut se préoccuper avec Phil, c'est toujours de préserver 100% de l'intégrité qu'il veut présenter au monde. Puis des fois, c'est compliqué, parce que les gens, ils veulent aussi polir puis lisser particulièrement les artistes. Dans le métier que nous, on fait, d'animer, il y a une partie où il faut l'accepter. Jusqu'où il faut accepter ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir dans une autre vie. Mais je pense que pour un artiste qui fait de la musique, qui se nourrit à 100% de sa vie, de son intégrité, puis dont le moteur est lui-même puis ses expériences. Le travail de l'image, c'est en fait de préserver la vérité de cette image. Fait que t'es comme un chien de garde, finalement. Je pense que oui. Mais comme je te dis, c'est vraiment... Là, je suis vraiment comme le bras droit. T'sais, des fois, il sait pas quelle décision prendre. Des fois, il se sent inconfortable dans quelque chose. Puis on va se parler. Puis, faisant aussi le métier que je fais, je suis quand même capable d'y expliquer d'un autre point de vue pourquoi on l'invite à tel show, pourquoi on lui propose tel truc. Mais quand je sens tu le sens là, quand quelqu'un parle de quelque chose puis qu'il feel pas, comme on dit en bon français. T'sais, moi, je dis fais-le pas. Puis il y a juste besoin de quelqu'un pour lui dire fais-le pas. Fait que des fois, je suis juste le gars qui dit fais-le pas. Puis des fois, je dis ben pense-y parce que je pense que c'est une belle opportunité puis que la façon dont tu le perçois ou tu l'aperçois, cette opportunité-là, est peut-être faussée. Un autre rôle que tu as, c'est t'es un des porte-paroles d'Interligne. Ouais. Donc, qui vient... c'est une ligne d'écoute, en fait. Anciennement, c'était Gay Écoute, maintenant Interligne. Fait que pour les personnes LGBTQ+, c'est une ligne d'écoute. Fait que si tu as besoin de conseils, d'appels, si tu files pas, t'appelles-là. Puis si tu vas avoir, je dis pas des solutions, mais au moins quelqu'un pour t'écouter. Tu sais, moi, quand on m'a approché pour ça, je trouvais ça... En fait, au début, je me suis senti un peu imposteur. Puis quand on m'a expliqué le concept des alliés de toute cette cause-là, ça m'a fait faire la paix avec ce sentiment-là d'être un imposteur, là, d'être porte-parole. Donc, les alliés, c'est ceux qui n'ont pas nécessairement... qui sont pas impliqués dans exact. Une moi, par orientation exemple, sexuelle différente. Moi, je ne fais pas partie de cette communauté-là, mais je suis un allié de première ligne, sans faire de mauvais jeu de mots, pour Interligne. Puis je pense qu'il y avait aussi l'aspect de la diversité, qui est un... Je me sens toujours mal de parler de ça parce que je veux pas parler de quelque chose que je vis pas. Mais je pense que dans ce milieu-là, par exemple, faire partie de la communauté LGBTQ+, puis être noir ou latino ou d'une toute autre communauté ethnique, ça reste un autre défi d'intégration, même à l'intérieur de cette communauté-là. Fait que moi, de représenter des outsiders, c'est-à-dire des alliés, puis la diversité dans le concept d'Interligne avec Gabrielle Bouliane, avec Sophie Paradis, avec Simon Boulrich, je trouvais que c'était une bonne partie du puzzle à remplir. Puis ça me rend fier d'en faire partie.
Je vais dire ça de même. Puis en même temps, j'imagine que dans ton entourage, tu en connais des gens qui en ont qui l'ont vécu, puis ça fait partie de ta vie à cet égard-là. À 100%. Un de mes meilleurs amis, Antoine, est gay, puis je sais pas, c'est que moi, je pense... Tu sais, honnêtement, là, c'est un effort pour moi de penser à la différence, tu sais. Puis, comment je dirais ça? Pour moi, mon ami Antoine, c'est mon ami. Peu importe ce que t'es dans la vie. Puis je pense que mon objectif, comme pour les communautés culturelles, c'est de faire... C'est touché, ça. C'est de faire qu'on arrête de penser ou de définir les gens par cette chose-là qu'ils n'ont pas choisie, que ce soit leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, leur lieu de naissance, leur famille, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas tous être humains? Q-in, we are the world. Non, je fais des blagues. J'adore. Fait que ça serait pour éviter, mettons, des titres dans 7 jours. Il a fait son coming out à 14 ans, mettons. Ouais, définitivement. Si on peut s'éviter toute forme de ce genre de titre-là, ça me fait plaisir. Je te regarde, puis t'as vraiment l'air de t'assumer complètement dans tes projets, dans ton implication sociale, ton look. Ouais. Ça devient d'où cette facilité à faire à ta tête? C'est pas facile. Ah, c'est pas facile? Chemin. Ben non, c'est un chemin. Ah, je suis content que tu dises ça. Ben non, c'est un chemin. Tu sais, si tu me voyais justement à l'époque où j'ai commencé en faisant sucré-salé, moi, on me disait toujours, puis encore aujourd'hui, on me dit « Ah, t'as donc bien l'air jeune, t'as donc bien l'air jeune. » Fait qu'à cette époque-là, si tu regardes des photos de moi, là, j'ai mes petites lunettes, j'ai des chemises boutonnées là, des petits cardigans, j'ai l'air de sortir d'une école de la Ivy League, À ce moment-là, j'assumais pas ce que j'étais puis ce que je voulais être. Je voulais correspondre à ce qu'on me disait qui devait fonctionner. Est-ce que c'est le monde qui me l'imposait ou moi-même qui me l'imposait? Je pense que c'est un 50-50. Fait que c'est un chemin. J'ai toujours su, comme je le disais tantôt, que je voulais pas faire ce métier-là pour devenir une star. Mais j'ai quand même, depuis un certain moment, voulu faire ce métier-là. Puis des fois, ça demandait de l'adaptation. Quelques petites pirouettes, quelques petits compromis. Puis plus ça va, moins j'en fais. Puis moins on m'en demande aussi. Ouais. As-tu des exemples, mettons, de compromis non, mais c'est juste dans des choix de projet, par exemple. Dans des trucs... Je ne vais pas nommer de projet parce que chaque projet est important dans un cheminement de carrière, mais il y a des affaires aujourd'hui que je regarde puis que je savais qu'en les acceptant, c'était vraiment pas près de moi, mais tu te dis, une job, c'est une job, une occasion de rencontrer tel ou tel producteur ou telle équipe, c'est une occasion de rencontrer telle ou telle équipe, mais il y a un moment donné où tu arrives à un threshold où tu fais, hey, là, si tu vois, je peux plus, mettons, faire ce genre d'affaires-là, ça me joue trop dans la tête, puis ça m'éloigne trop de ce que j'ai envie d'être. Puis c'est aussi la raison pour laquelle j'ai toujours été le moteur de mes projets. Quand on a fait moins 25, je veux dire, je sortais de l'école, j'avais pas un sou. Fait que t'appelles des amis, tu demandes des faveurs, mais c'est des façons aussi de travailler en gang, puis c'est des façons aussi de montrer en quelque sorte aux gens jusqu'où tu es prêt à aller pour faire le métier de la façon dont tu veux l'exercer, je pense. Comme ce que tu fais en ce moment, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Puis ça fait partie de mes inspirations, Moins 25, parce que ça, c'est une web série où tu mettais en vedette des jeunes entrepreneurs. C'était des gens de moins de 25 ans. Moi, j'avais 24 quand j'ai fait ça. Puis le but, c'était... En fait, ma réflexion, c'est que je pense que j'avais vu une entrevue avec Chloé Robichaud ou avec Xavier Dolan, puis je me disais, mon Dieu, que c'est bizarre qu'on les réduise à l'idée de leur âge. C'est comme si, parce qu'on était jeunes, on n'avait pas le droit à une prise de parole parce qu'on n'avait pas assez d'expérience ou de sagesse. Je trouvais ça complètement réducteur, voire stupide. Fait que je me suis dit, étant un fan de ce genre de format d'entrevue-là, ayant envie d'entendre la parole aussi de ces gens-là que j'ai interviewés, pourquoi ne pas leur donner la parole maintenant? Puis là, ça va être un exercice à faire bientôt, je pense. Mais ça va être intéressant de voir ce que Claude disait à ce moment-là, ce que Léa Clermont-Dion disait à ce moment-là, ce que Phil Roy disait à ce moment-là, ce que Gab Nadeau-Dubois disait. Tu comprends? Tous ces gens-là qui avaient quelque chose à dire à ce moment-là ont évolué dans la sphère, je pense, dans laquelle ils voulaient évoluer. Puis peut-être que ce qu'ils disaient à 24 ans, 23 ans, 22 ans est plus nécessairement en phase avec ce qu'ils pensent aujourd'hui, mais il y avait tout de même le droit de prendre la parole. T'sais. Quand je parlais tantôt de l'idée d'être multiple, c'est ça. Être multiple, c'est aussi à travers le temps. T'sais. Peut-être qu'un jour, tu voulais devenir je sais pas moi, un
grand animateur populaire. Je pense toujours à l'exemple de Marc Bellan. Marc Bellan, je sais pas pourquoi je parle de Marc Bellan. Pourquoi je parle de Marc Bellan? Tu vois, ça fait partie de mes... Anyway. Ça, c'est un comédien? Comédien. Marc Bellan, si je ne m'abuse, était dans la même cohorte que Normand Brathwaite à l'école de théâtre. Puis dans les faits, Marc Bellan, à ce moment-là, était promis à une carrière plus populaire, tu comprends? Et Normand Brathwaite, l'inverse. Et je pense que c'était leurs envies et leur goût à ce moment-là étaient tels que tels. Finalement, Normand Brathwaite est devenu une grande star populaire. Puis Marc Bellan a dansé, si je ne m'abuse, avec Edward Locke, avec La Human Steps. Il a fait des projets vraiment tasty. Encore récemment, il faisait un show de danse, je pense, à La Chapelle, ici à Montréal. Évidemment, il a joué dans Nier César, mais ce genre de projet-là. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu es promis à quelque chose ou que ton envie première, c'est d'être quelque chose que tu ne peux pas accepter de devenir autre chose dans le futur. Hey, je fais de la psychopop à 200, mais c'est pas Non, mais grave. c'est intéressant. Puis le message qu'on a, peu importe l'âge, il est valide, c'est ce que tu dis, tu sais. Exact. Ça me fait un peu penser à quand on... En tout cas, pour ceux qui en ont, mettons, des journaux intimes, tu sais, quand tu relis ça, et que tu dis voir que je pensais ça à ce moment-là, exact. mais à ce moment-là, c'était légitime de le sortir, cette bébête-là, et en cette fait, c'est surtout légitime t'sais. au moment où tu regardes cette chose en rétrospective, de ne pas la juger. Exact. Puis souvent, on va faire ça. « Oh mon Dieu, j'étais ouais. niaiseux. Oh mon Dieu, j'étais stupide. » T'étais pas stupide. T'étais juste une personne en formation ou t'étais un individu avec d'autres volontés. C'est pas grave. C'est sûr que ça te sert aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me sert. Merci beaucoup, Nicolas Ouellette. JP, ça m'a fait plaisir. C'était fabuleux, puis je suis content que tu aies peut-être une notoriété un petit peu plus grande pour pouvoir passer ces messages-là. La notoriété, c'est à ça que ça C'est sert. inspirant, ouais. Ben, tu l'utilises très bien. Merci. Donc, on peut t'entendre à ton podcast. Toi-même, tu en as un, Union. Ouais, là, on spin de la grosse nouvelle musique à chaque semaine ou à peu près. Ben, bref, quand on a le temps. Puis faites du bruit à la première chaîne de Radio-Canada. Ouais, à Ici Première, c'est à 20h les vendredis, mais surtout en balado, sur l'application d'Ici Première ou Apple Podcast et autres. Ça s'écoute très, très bien. Merci encore. Merci. Merci au restaurant Joséphine de nous avoir accueillis sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou Mensonge.